là et on a l'ensemble des latitudes pour lesquelles l'instrument est utilisable. Ensuite, on a la représentation aussi d'étoiles, et regardez bien, les étoiles, elles ne sont pas écrites toutes dans le même sens, et en fait, ça donne une indication pour l'utilisation de l'astrolabe. Les étoiles sont écrites dans le sens par rabattement, c'est-à-dire il y a inversion, les écritures nous donnent une indication du cadran dans lequel on travaille. C'est-à-dire que si j'ai Rigel ici, Rigel ici, normalement, se situe dans la partie inférieure du cadran, et quand on rabat, forcément, l'écriture est rabattue également. Donc ça, c'est un truc assez astucieux. Une chose astucieuse aussi ici, c'est que là, on voit apparaître aussi plus de fonctions trigonométriques. Ici, vous avez l'arc des cosinus, et ici, l'arc des sinus. Alors, quand on mesure la hauteur d'un astre ou peu importe la hauteur d'un mur d'un quelconque et qu'on veut connaître la valeur du sinus et du cosinus de cet angle mesuré, eh bien il suffit simplement d'amener les deux perles sur l'arc des cosinus et l'arc des sinus et de rabattre la corde sur l'échelle ici qui est en 60e pour lire la valeur du sinus et du cosinus en 60e. Donc ça, cet astrolabe-là, c'est une reproduction de l'astrolabe cadran qui est au musée des Antiquités de Rouen. Il y a à peu près que 4 astrolabes d'époque conservés au monde, enfin connus en tout cas, de ce type d'instrument. Alors c'est vrai qu'il a été bien moins développé que l'astrolabe planisphérique. L'astrolabe planisphérique, on a comptabilisé dans les musées et dans les collections privées connues à peu près 1000 instruments. Alors, pas forcément tous en bon état, mais on a au moins 1000 instruments, alors évidemment d'époque et d'origine, orientaux, occidentaux, etc., diverses et variées. De cet instrument-là, alors le cadran Svétus, on n'a pas de trace, pas particulièrement, enfin d'instruments qui nous restent. De cet astrolabe, le cadran Novus, il en reste 4. Pour finir, le dos du cadran Novus est constitué également, on retrouve, comme sur l'astrolabe planisphérique, le calendrier zodiacal, le calendrier civil. Alors comme cet astrolabe il a été conçu avant la réforme du calendrier, donc on était toujours un calendrier julien, et bien si on regarde bien, la date d'équinoxe de printemps correspond au 14 sur ce calendrier-là. Et ensuite on a ici le calendrier lunaire. Et ensuite encore, ce qu'on appelle une table Pascal qui va permettre de déterminer la date de Pâques. Ça, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est déjà autre chose. Enfin, même moi j'ai du mal à être trouver petit comme ça, c'est clair. Non, mais j'ai pas étudié à fond cette partie-là de l'astrolabe cadran parce que c'est assez costaud. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'au niveau du calendrier lunaire, donc le calendrier lunaire, quand on connaît l'âge de la Lune, on peut mesurer grâce au compas lunaire ici l'écart angulaire qui est entre la Lune et le Soleil. Et ça permet déjà de faire pas mal de mesures, mais ça permet surtout aux marins d'utiliser l'instrument pour calculer les heures de marée haute dans les ports. Alors à cette époque-là, on avait des abacs qui donnaient ce qu'on appelle les situations des ports, c'est-à-dire que pour le port de Grèce, on sait que quand c'était une lune, c'est la marée haute est à telle heure. On sait que le mouvement de la lune est assez compliqué. Donc à partir de cet abac-là, on pouvait, connaissant l'âge de la lune, connaissant la date de la marée haute à la pleine lune dans un port, calculer la date de marée haute pour un autre jour que la pleine lune, bien sûr, grâce au calendrier lunaire. Ça, c'était assez... Alors c'est pareil, cet instrument-là, on en a très peu, certainement parce qu'il ne s'en est pas fabriqué beaucoup, mais surtout parce qu'il est complexe d'utilisation. Et ensuite, on va terminer. Après, je vous jure que je ne vous fais plus, je ne le refais pas, mais non. Mais on va terminer par un instrument. Je vous en ai apporté un exemplaire parce que ça, c'est quelque chose. C'est un astrolabe. C'est un bâton. C'est le bâton d'Altoussi, le fameux astrolabe linéaire d'Altoussi. Vous pouvez vous le faire passer. Hein. Vous verrez. Et je vais vous expliquer de quoi est constitué cet instrument. Il y a des fils, un fil à plomb, enfin bon, ça va. C'est exactement dans la même lignée que les autres instruments. C'est un astrolabe, c'est un preneur d'astres. C'est un instrument qui sert à mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon. Simplement, Altoussi, qui était donc un astronome
siècle, il a eu l'idée géniale, et c'est vrai que c'est assez particulier comme instrument, il a eu l'idée géniale de reprendre les tracés de l'astrolabe planisphérique et de les mettre sur un bâton. De façon tout à fait simple. Et quand on voit le résultat, c'est toujours simple, il fallait simplement y penser. Alors, on reprend le tympan d'un astrolabe planisphérique. Vous vous souvenez que ici, on a l'axe nord-sud, l'axe est-ouest. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser pour ce type d'astrolabe, c'est uniquement l'axe nord-sud, le méridien. D'accord? Ensuite, donc, on retrouve le tropique du Cancer, l'équateur, le tropique du Capricorne. On va rajouter les déclinaisons du Soleil pour les dates du calendrier zodiacal, pour les dates qui correspondent à l'entrée du Soleil devant chaque constellation. Donc, tous les 30 degrés de longitude écliptique, le Soleil a une déclinaison spécifique. Et donc, c'est ce qu'on représente ici, les cercles de déclinaison qui viennent compléter le tropique du Cancer, l'équateur et le tropique du Capricorne. Alors lui, ce qu'il a eu l'idée de faire, c'était de regarder à partir de l'astrolabe planisphérique quels étaient les points d'intersection du méridien avec tous les tracés. Alors là, on oublie les azimuts. On oublie les azimuts, ils ne figurent pas sur l'astrolabe linéaire, tout simplement parce que un cercle est défini à partir du moment où on a son centre à un point sur le... Non, sur la circonférence, voilà. Et qu'avec les azimuts, c'est pas possible de le représenter sur le bâton. On n'a pas ces deux points possiblement représentables sur le bâton. Par contre, ce qui va nous intéresser, ce sera donc de reporter sur le bâton. Là, vous avez le bâton. Hein, vous allez tracer tel que vous avez le bâton qui se trouve. Donc, ce qu'on va s'amuser à faire, voilà, vous voyez, tous les points d'intersection du méridien avec les cercles là de déclinaison qui vont nous donner donc la position du Soleil sur le calendrier zodiacal, d'accord, les outils comme vous voulez. Ensuite, le zéro de la ligne d'horizon, il est ici, et donc tous les cercles de hauteur de 5, 10, 15, 20, etc., passant par le pôle jusqu'aux zéniths, ça va faire l'objet des gradations. Et ensuite, je vous ai dit qu'un cercle est défini à partir du moment où on connaît son centre et un point sur sa circonférence. Eh bien, le centre de cercle de hauteur vont figurer également sur l'astrolabe linéaire, d'accord? Et donc, effectivement, tous ces centres sont là sur ce méridien, d'accord? Alors, on rajoute, alors ici, on a donc les tracés qu'on vient de voir, on rajoute de l'autre côté des tracés, ça soit pas symétrique pour le tracé, une échelle des cordes. Ensuite, alors c'est ce qu'on voit ici, hein, les tracés, on les voit ici. Ensuite, l'instrument, il est complété par 3 fils. Alors, un premier fil appelé le fil de mesure qui est fixé à l'extrémité supérieure ici. Alors, vous comprenez bien que dans les tracés ici, les extrémités là, où il y a le premier fil, normalement, le deuxième fil devrait être accroché ici, c'est parce que là, il est en position de lecture, en simulation de lecture. Donc, normalement, le deuxième fil est ici. Ça représente exactement les points ici qui sont les passages du tropique du Capricorne sur le méridien. Si je trace un cercle égal au rayon entre le pôle et le tropique du Capricorne, je retrouve le disque de mon astrolabe planisphérique. D'accord? Donc, ici, on a deux ficelles une première un premier fil qui s'appelle le fil de mesure fixé à l'extrémité supérieure, un second, le fil à plomb, qui est fixé au pôle, ici, et le troisième fil, normalement, à l'autre point de l'intersection du tropique du Capricorne avec le méridien, et le fil de tension. Alors, cet instrument, on va juste voir un exemple d'utilisation pour que vous compreniez un peu la philosophie ici par rapport à l'astrolabe planisphérique, qui sert, bien sûr, à lire la hauteur, par exemple, des astres au-dessus de l'horizon. On peut faire sensiblement la même chose qu'avec un astrolabe planisphérique. Mais les manipulations sont quand même vraiment plus compliquées. Hein. Donc, là, on se met en position de lecture de la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. D'accord? Donc, on a notre fil à plomb qui pend, un fil de tension, notre fil de mesure. Pour l'instant, chacun est muni de perles. Il faut bien voir une chose, c'est que la distance là, entre le pôle et cette perle est égale au rayon du tropique du Capricorne de la sphère
tes gradations parce que sinon on n'y voit plus rien. D'accord? Donc, notre astrolabe linéaire, il est là. Moi, ce qui m'intéresse de connaître, c'est la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. Seulement, le problème, c'est qu'avec un instrument comme ça, je n'ai aucun moyen de lire la hauteur. Je n'ai rien qui me permet de faire une lecture de la hauteur. Par contre, j'ai tout qui me permet de lire la valeur, la hauteur zénithale, la distance zénithale, hein, Soleil zénith. Ça, je peux le lire sans difficulté. Ici, j'ai mon philaton, d'accord? L'angle qui est ici est le même que celui qui est ici, d'accord? Donc, si j'ai la distance zénithale, 90 moins la distance zénithale, j'aurai forcément la hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon. Donc, mon fil de mesure, je l'amène sur la perle ici, sachant que cette distance-là représente le rayon, d'accord, de mon disque de référence. Ce fil de mesure, là, cette corde, elle sous-tend bien un arc dont la valeur, c'est ce que je cherche ici, d'accord? Il va suffire tout simplement, une fois que j'ai mis mon fil de mesure, que j'ai pris la distance de ce point-là à ce point-là, que je ramène le fil de mesure sur l'échelle des cordes pour lire ici la distance zénithale qui est de 70 degrés. Et donc, si ici la distance Z 70 degrés, forcément H que je cherchais tout à l'heure est de 20 degrés. Alors on a fait des petits essais là tout à l'heure, cet après-midi quand on était en atelier pour montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Cet astrolabe-là, c'est pareil, il n'y en a aucun d'époque dans les musées. Il y a un monsieur qui s'appelle Henri Michel, qui n'est sûrement pas inconnu de beaucoup d'entre vous, qui a écrit un traité sur les astrolabes en général et sur l'astrolabe linéaire en particulier. Il a réalisé un instrument, un astrolabe linéaire. La photo qu'on a vue au début de la présentation concernant l'astrolabe linéaire, ça c'est une réalisation d'un Italien, elle est contemporaine, elle a quelques années, c'est la réalisation d'un Italien qui s'intéresse beaucoup au cadran solaire et qui s'est intéressé à cet instrument. Alors lui, il a fait un instrument, contrairement à moi qui c'est un bois tout à fait ordinaire, il a fait ça en ébène. Son instrument est vraiment magnifique. Donc, celui d'Henri Michel, il est visible, là c'est pareil, sur le site du musée d'Oxford. Là, c'est le musée d'Oxford qui a cet astrolabe linéaire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé d'instruments de cette époque? C'est vrai que son utilisation, elle est quand même pas... C'est pas très facile. Par rapport à l'astrolabe planisphérique, c'est pas très facile d'utiliser. Alors, à moins de le mettre effectivement sur une potence, parce que tenir le bâton à bout de bras, immobiliser les cordes, mais tenir le bâton que d'une main, ramener la corde, le fil de mesure, non, c'est vraiment pas évident du tout. Pourtant, le procédé est vraiment ingénieux. Hein, mais bon, voilà. Alors, donc, il y a deux instruments, un en Italie et un au musée d'Oxford. Un troisième ici, il n'est pas fini encore. Il n'est pas fini. Donc voilà. Et ensuite, voilà, je me suis cantonnée, on a survolé là, je vous ai donné les grandes lignes, on n'a fait que survoler. Après le XIIIe siècle, là, on s'arrête avec l'astrolabe linéaire, et il s'est encore passé des tas de choses. Déjà un petit peu avant le XIIIe siècle, en ce qui concerne l'astrolabe planisphérique, on en a fait des astrolabes universels, et du XIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, on a continué à travailler sur ces instruments et à inventer d'autres types d'instruments qui permettent toujours de faire les mêmes choses, mais avec toujours plus de précision. Et l'astrolabe universel, par exemple, il a été décliné en 3 versions. On est toujours dans le système d'une projection. Alors stéréographique ou orthogonale, là ça dépend, les 3 versions diffèrent au niveau du principe de la projection. Et ces astrolabes universels permettent d'être utilisés justement, comme leur nom l'indique, partout, sans avoir de tympan à changer. Puis bon, je ne vous parle pas d'astrolabe nautique, ni de tout ce qui en a découlé, enfin bon voilà, c'est là on a une petite partie de ces instruments qu'on ne voit pas beaucoup dans les musées parce qu'ils sont rares, et puis voilà, c'est comme ça. Hein, l'astrolabe planisphérique, c'est vrai que c'est bien dommage qu'on n'en ait aucun grec, parce qu'ils sont quand même à l'origine de l'instrument. Donc voilà, si ça vous intéresse, ces instruments, je n'ai pas la sphère armillaire, peut-être l'an prochain, je suis en train d'étudier à en faire.
Oh, ouais, parce que ça, c'est très intéressant, l'astronomie. Il n'y a pas besoin de... Enfin, ça se regarde et ça se comprend en la regardant. C'est vraiment un outil pédagogique le plus attirant, le plus attractif, franchement, la sphère lunaire. Bon, ensuite, si vous voulez voir d'un peu plus près les principes d'utilisation des astrolabes planisphériques, j'ai un cadran Novus aussi, bon, j'ai le linéaire, j'ai des astrolabes universels. Vous venez voir, je suis là-haut dans le virage, au campement, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Deux petites questions. En Chine, on a vu des sphères lunaires. Est-ce qu'elles ne sont pas plus anciennes? Première question. Et deuxième question, concernant les Mayas, ils n'ont pas eu l'idée de ce mythe de la soude, quelle qu'il soit. Alors, j'ai pas étendu mes lectures jusqu'au Maya, parce que c'est vrai que c'est encore une chose bien à part. Donc, en ce qui concerne eux, non, je ne saurais pas répondre. Maintenant, pour les Chinois, oui, ils ont découvert, ils n'ont pas attendu qu'on arrive pour découvrir ces instruments. C'est bien antérieur. Oui, ils ont découvert. Eh bien, ils avaient une astronomie qui était quand même À haut niveau. aussi. C'est les Occidentaux qui... Oui, mais il y avait d'autres systèmes, parce que de toute façon, enfin, pour diviser un cercle en trois, enfin, bon, je sais pas, enfin, ils avaient d'autres moyens de réaliser leur tracé. Oui, maintenant, c'est vrai que les Chinois, en termes d'astronomie et d'instruments, ils n'ont pas attendu. Hein. Mais c'est vrai, alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas... Les lectures à ce sujet sont quand même pas nombreuses, c'est pas évident. Vous avez les coordonnées sur toutes les grandes découvertes de ce style en Chine, terminé en 2000, et surprenant. Oui. Ouais, je veux bien, parce que c'est vrai que il est évident que dans d'autres cultures, à d'autres époques, il y a des choses qui se sont faites, tout ne vient pas des Grecs, et la rencontre des Grecs et des Arabes, il y avait plein d'autres choses qui se sont faites ailleurs. Bon, on parle de ça parce que c'est notre culture aussi, les Grecs, etc. Donc voilà, c'est ça dont on nous façonne depuis tout petit, mais bon, il est évident qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à découvrir ailleurs, hein, similaires, mais qui se sont faites aussi ailleurs. Une autre question, est-ce que tu peux nous expliquer le lien qui existe finalement entre l'astrolabe et la carte du ciel d'aujourd'hui? Ah! Alors, entre l'astrolabe et la carte du ciel aujourd'hui, c'est-à-dire que si on regarde dans le principe de la projection stéréographique, quand on projette dans le camp de l'équateur, donc les astres, avec les systèmes de coordonnées équatoriales, c'est vrai que quand on regarde une carte dessinée de cette façon-là, c'est une carte qu'il faut regarder dans un miroir, parce qu'on se situe à l'extérieur de la sphère, d'accord? Et donc on n'a pas une carte. Ah oui, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans la mer de l'astrolabe, vous avez une carte céleste avec un ensemble de constellations. C'est vrai que plus l'un d'entre vous a dû se dire, là c'est bizarre parce que Orion est là et puis Sirius est là. Oui, c'est bizarre, tout est inversé. Mais oui, simplement c'est le principe de la projection. Comme on se situe à l'extérieur de la sphère univers, là on regarde de l'extérieur, tout est inversé, il faut regarder la carte dans un miroir. C'est pas du tout. Alors, effectivement, on pourrait faire des astrolabes genre carte du ciel. On pourrait. Ah, mais bon. On travaille la Ah oui, tout à fait. L'araignée, au lieu d'être mobile, elle est fixe. Le fond du ciel, c'est la carte. Et puis après, il y a la LIDAR, mesure. Ouais, oui, mais c'est pas l'esprit. Enfin, moi C'est vrai. Dans l'astrolabe, comme tu nous le présentes, on est Dieu le Père et on regarde l'univers. Dans la carte du ciel, on est dedans, on est beaucoup plus humble. Mais la carte du ciel, en fait, c'est quand même un astrolabe simplifié à la portée de tout le monde. Alors ça, c'est à la portée des gens qui avaient des grands moyens. Et la carte du ciel aujourd'hui, il faut savoir que vous avez un truc très précieux dans les mains, qui est en fait une carte du ciel où on a trahi la projection stéréographique tout en s'en inspirant un petit peu et en linéarisant les déclinaisons. Donc elle est trafiquée, ça explique pourquoi
on n'a pas un cercle parfait pour certains cercles au prix de la bulle horizon. Vous savez, ce n'est plus un cercle. Dans un astrolabe, tout cercle reste un cercle, ce que tu as très bien dit. Mais on se limite qu'au Capricorne. Et quand on est au tropique du Capricorne, il nous manque des choses en dessous. Alors que l'astrolabe classique, la carte du ciel qui est en vente à l'accueil, eh bien, elle va jusqu'au bas de l'horizon, à moins 40 degrés, le complément de la latitude moyenne, ou moins 45 degrés, puisque nos cartes du ciel sont faites pour 45 degrés. Donc, en fait, quelque part, quand on achète une carte du ciel, bien sûr, c'est un astrolabe un petit peu trafiqué, linéarisé, avec un cercle horizon qui est une sorte de bulle, mais qui finalement a une grande valeur éducative et qui est à la portée de tous. Bien sûr, ces instruments gardent toute leur valeur, mais il y a quand même une filiation avec quelques entorses, bien sûr, au passage. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles dans un astrolabe, on se limite à la projection des étoiles jusqu'au tropique du Capricorne. Tout simplement parce que, déjà, vous avez vu quand je vous ai montré dans la projection, quand on veut tracer le cercle du tropique du Capricorne, comme ça sort déjà de la sphère de référence. Donc déjà, si on voulait faire d'un pôle à l'autre, non, à un moment donné, c'est plus possible. Et en plus, il y a même autre chose, c'est que à partir du tropique du Capricorne, il y a une déformation due au principe de la projection. Quand, j'en ai pas là, mais quand Appianus faisait ses volvelles, il a voulu représenter la carte du monde connu sur un planisphère.